Alors, vous avez le programme en tête, on vous l'a distribué, toute une séquence de keynote, une séquence de table ronde et de retour d'expérience. On va commencer tout de suite par accueillir, prendre un peu de hauteur et justement regarder cette thématique de la maintenance un peu dans sa globalité et dans son utilité. On va accueillir Jérôme Denis. Jérôme Denis, il est professeur au Centre de sociologie de l'innovation à Mines Paris. Ses travaux de recherche portent sur la production, la circulation et l'entretien des données et sur les activités de maintenance. Un programme de recherche qui s'est traduit par des enquêtes ethnographiques au long cours, principalement dans le secteur urbain. Il a travaillé sur la maintenance de la signalétique du métro, la politique d'effacement des graffitis, la gestion patrimoniale des réseaux d'eau. Et il a publié de nombreux articles et plusieurs ouvrages, dont le dernier en date, Le soin des choses, politique de la maintenance, aux éditions de la Découverte. C'était à la fin de l'année 2022. Il va nous exposer justement ce qu'est le soin des choses. Jérôme Denis, un petit jingle pour la vidéo et vous avez la parole avec la télécommande. Merci beaucoup, la télécommande est là. On peut l'applaudir hein, pour l'accueillir. Bonjour à toutes et à tous, un grand merci pour l'invitation. Je suis ravi de présenter, alors pas l'ensemble de ce livre qui est un peu particulier, je vais en dire deux mots, mais de nos réflexions avec mon collègue David Ponty, qui est le co-auteur du livre, et avec qui ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille sur ces questions-là. Assez peu sur la maintenance industrielle, et pour plein de raisons que je pourrais expliquer, mais plutôt à la pause, parce que là, ce sera trop long. Et je vais d'ailleurs faire attention au temps, parce que je vois qu'on est déjà un petit peu en retard. Mais je suis très content de pouvoir discuter de quelques-uns des résultats de ce travail ici, surtout parce que j'ai sans doute 1000 fois plus à apprendre de vous que vous de moi, mais on en reparlera et vous allez vite le voir. Alors où est-ce qu'il faut que j'appuie pour que ça fonctionne? Là? Non, en bas, d'accord. C'était celui que je n'avais pas essayé encore. Donc juste pour vous donner une toute petite idée de ce livre un peu curieux qu'on a fait, je pense pour des gens qui connaissent très très bien la maintenance industrielle, on a fait donc un livre qui s'appelle Le soin des choses. Et le terme de soin, j'y reviendrai un tout petit peu à la fin, est un terme important pour nous parce il désigne un petit peu ce qu'on essaye de faire avec les questions de maintenance. On a un geste de départ assez simple. Moi, je travaille donc, et David aussi, dans un centre qui s'appelle le Centre de sociologie de l'innovation, qui est un très vieux centre de l'École des Mines. L'École des Mines a des sciences sociales depuis 55 ans maintenant, donc c'est une des grandes écoles qui a intégré les sciences sociales très tôt, mais qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur l'innovation. Et pour différentes raisons et à différentes occasions, on est tombé sur des activités de maintenance qui avaient, sur le papier, pas grand-chose à voir avec une espèce d'obsession pour l'innovation, comme la rupture, la disruption et la destruction créative, pour le dire vite. Et donc on a fait ce pas de côté qu'on n'est pas seul à faire. On est quelques-uns maintenant dans les domaines des sciences sociales à s'intéresser à ces questions. Et il y a même sur la couverture du livre une artiste qui, dès les années 60, a créé le maintenance art, pour dire qu'il y en avait assez que les artistes soient toujours des hommes déjà et créateurs individuels qui changeaient le monde et qui faisaient une révolution toutes les 5 minutes. Et comme le dit très bien cet artiste, s'appelle Hugh Kelles, qui va ramasser les poubelles après la révolution. Alors l'autre point d'écart aussi qu'on essaye de faire en s'intéressant à la maintenance, c'est un écart avec la réparation comme geste héroïque et salvateur. Et alors c'est une longue discussion qu'on pourra avoir, mais il y a cette idée que ce qu'on met en avant, et d'ailleurs on entend beaucoup aujourd'hui parler de réparation, il faut réparer l'océan, il faut réparer la terre, il faut réparer l'humanité, etc. C'est souvent un geste relativement immodeste, avec des héros, grosso modo, comme du côté de l'innovation, alors que la maintenance est un geste qui reste très ordinaire, peu reconnu, et continu, et beaucoup, beaucoup moins héroïque. Alors, on a une définition très large de la maintenance qui peut sans doute être discutée. Enfin, c'est même pour ça qu'on l'a de ce point de vue-là, mais qu'on pense qui est productrice. On l'a définie comme l'art de faire durer les choses. Donc c'est très très large exprès, justement, à la fois pour saisir des parts globales, communes à cet art-là, de faire durer les choses, et puis de repérer des différences. Parce que par exemple, le maintien de conditions opérationnelles, c'est pas la même chose que de faire durer une œuvre d'art, par exemple. C'est pas tout à fait la même chose que de faire durer un objet technique comme un téléphone portable, ou qui circulerait, par exemple, dans nos pays riches du Nord sous une certaine manière, et puis qui va revivre pendant très longtemps dans les pays du Sud sous une autre forme, avec d'autres problématiques de durée. Et le pari qu'on fait en faisant ce geste-là très englobant, c'est donc d'avoir des tas de situations très très différentes qui ont quasiment aucun rapport les unes avec les autres, mais en même temps
de voir dans la maintenance un problème qui est en fait un problème philosophique. C'est un bouquin de philo en fait, il est dans une collection de philosophie à la découverte, mais de philosophie très pratique. Et ce qu'on dit tout le temps, et c'est très sincère, et c'est vraiment le geste qui n'est pas forcément un geste classique en sociologie, qui consiste et en philosophie à dire que, en fait, ce sont les mainteneurs qui sont des philosophes. Parce que les mainteneurs se posent des problèmes de philosophie. Parce que faire durer des choses, c'est une question assez monumentale. Qu'est-ce que c'est exactement que le truc qu'on doit faire durer? Comment il doit fonctionner? De quelle manière? Et c'est toujours une question qui est à la fois très, très pratique, très concrète, et en même temps qui a des conséquences et des implications qui peuvent enseigner des choses aux philosophes et aux sociologues en l'occurrence. Donc je disais, il y a une relative absence de maintenance industrielle dans nos cas et dans nos travaux. Je vais juste dire, donc dans le livre, on rassemble des travaux de collègues, notamment à l'international, et puis les travaux que nous on a menés avec David. Donc avec David, on a fait 2 grosses enquêtes. On fait des enquêtes un peu particulières qui durent entre 1 et 2 ans, où on accompagne les gens, on les observe au travail, c'est ce qu'on appelle de l'ethnographie dans nos disciplines. Une sur la signalétique du métro, qui a maintenant une quinzaine d'années. Une sur l'effacement des graffitis, qui est une pratique de maintenance urbaine un peu particulière et pas très glorieuse, mais absolument passionnante. Et puis avec un autre collègue qui s'appelle Daniel Florentin, moi j'ai fait 18 mois d'enquête sur la gestion patrimoniale des réseaux d'eau en France. Donc gestion patrimoniale, qui est un très beau terme pour parler de maintenance et qui est très utilisé notamment dans la gestion des réseaux. Et puis je dirige 2 thèses en ce moment, qui sont des thèses CIFRE, donc des thèses directement en partenariat avec des entreprises ou des institutions. Donc une avec Route de France, qui est la fédération des entreprises de la route sur la gestion patrimoniale des routes, qui est en train de se terminer, qui devrait être soutenue en juin ou juillet. Roman, si tu m'entends, bon courage. Et puis une autre qui vient de démarrer sur l'usage des données dans la gestion des réseaux auprès de la FNCCR, qui est donc la Fédération nationale des communes concédantes et en régie. J'ai réussi à le dire. Alors, je ne vais pas donner l'ensemble des éléments du livre parce qu'on traite de plein de questions et si vous voulez, on en rediscutera avec plaisir. Mais le but du jeu, c'est pas de faire un grand panorama, ça ne servira à rien. Mais je voulais insister sur 2 choses, notamment dans les discussions avec Jean-Yves au préalable, des questions qui reviendront régulièrement et qui ont déjà été ouvertes. Principalement sur la question de la connaissance, de l'expertise, de qu'est-ce que c'est que quel est le type de savoir, d'une certaine manière, qui se cultive dans la maintenance. Et ces résultats sur lesquels je vais revenir, vous allez le voir, ils sont très liés au genre d'enquête qu'on fait, qui sont donc des enquêtes très proches des travailleurs même de la maintenance. Donc c'est très limité d'un certain point de vue, évidemment. Il y a plein d'autres questions, il y a plein d'autres sujets à discuter. Alors, le premier point sur lequel je voulais insister aujourd'hui et qui nous a vraiment frappé dans le début de nos enquêtes, c'est à quel point la maintenance est une affaire de compétences attentionnelles. C'est-à-dire que, grosso modo, nous, on en a fait l'expérience quand on a fait notre première enquête sur la signalétique. La première fois qu'on a suivi les agents de maintenance, on faisait leur tournée avec eux. Nous, on ne voyait pas grand-chose, on ne voyait pas vraiment les problèmes qui pouvaient apparaître à leurs yeux, et en même temps, on comprenait très bien qu'eux ne voyaient pas le monde de la même manière que nous, du tout. C'est-à-dire qu'ils se baladaient dans les couloirs du métro et ils repéraient tout de suite ce qui n'allait pas, un panneau qui commençait à rouiller, des traces d'infiltration, des couleurs, des choses qui ne sont pas forcément dramatiques en termes d'ingénierie, par exemple, mais qui, quand on est responsable de la signalétique, étaient importantes. Même chose quand on inspecte un réservoir d'eau, comme le présente cette photo ici. Moi, je suis la personne qui est responsable de cette supervision-là. Je vois absolument rien de particulier, évidemment, j'y comprends rien, j'y connais rien. Et lui, il met la main sur la paroi et il m'explique que la densité de sable va pas très bien, ça s'effrite quand il le roule sous sa main, et que donc c'est peut-être le signal de quelque chose qui est à superviser, pas pour tout de suite, mais il le note, et puis l'année prochaine, on y refera attention parce qu'il y a peut-être une infiltration, il y a peut-être un risque. Alors cette idée qu'il y a une compétence attentionnelle dans la maintenance, elle n'est pas anodine. C'est là aussi où se jouent des questions relativement, entre guillemets, philosophiques. C'est que c'est une attention qui repose sur l'idée que les choses sont tout le temps en transformation.
que la matière est tout le temps en transformation. C'est une évidence en physique et en chimie, pas plus en chimie qu'en physique, mais qui est loin d'être évidente dans notre vie quotidienne. La plupart de nos objets qu'on utilise, la plupart des choses qu'on utilise, et puis les gens qui sont censés être les utilisateurs des dispositifs techniques, quels qu'ils soient, ils les prennent pour acquis et ils considèrent qu'ils sont des produits finis, grosso modo. Les mainteneurs savent qu'il n'y a pas de produit fini, ça n'existe pas un produit fini. C'est toujours un produit en transformation. Ça, c'est le premier point de cette expertise matérielle et attentionnelle. Le deuxième, qui est très important, c'est qu'il y a une ouverture à l'imprévu. Ce qu'on a repéré dans les quelques moments où on a fait des observations longues avec les différents mainteneurs, c'est qu'il y a une capacité à prendre en considération quelque chose qui se passe, qui n'est pas du tout dans la checklist, qui n'est pas du tout dans les choses que je dois surveiller, mais qu'il faut savoir traiter et qu'il faut savoir hiérarchiser, qu'il faut savoir comprendre, qu'il faut savoir adresser, comme on dit en mauvais français, pour faire comme si c'était de l'anglais. Et donc ça aussi, c'est un point important, parce que donc, ça veut dire que c'est une attention qui est sous la forme de la vigilance. C'est une attention qui est ouverte. Et là aussi, il y a des grands débats philosophiques sur ces questions que je vous épargne ce matin, mais qui sont importants parce que d'un point de vue très opérationnel, ça veut dire que, malgré tout, cette expertise-là montre que la maintenance n'est pas à 100% formalisable et qu'elle n'est pas à 100% scriptable. Vous ne pouvez pas complètement à l'avance envoyer quelqu'un sur un site pour lui dire « Écoute, si tu fais ça, et rien de plus, tu auras fait de la maintenance ». La maintenance se joue dans cette possibilité d'écart et dans ces types d'attention très, très particuliers qui en fait sont un mélange, un couplage de perception, au sens quasi animal du terme, et de jugement. Et ça, c'est relativement propre à l'humain, voire à l'animal d'ailleurs. Il y a des travaux très intéressants qui montrent que c'est une attention qui peut même être qualifiée d'animal en partie. Deuxième point, pour ne pas prendre trop de temps, sur lequel je voulais insister, c'est le fait que la maintenance est une activité connaissante. Alors évidemment parce qu'elle repose sur beaucoup de connaissances, et en particulier dans la maintenance industrielle, et ça on va en rediscuter dans la matinée, et puis vous avez déjà commencé à l'évoquer, c'est un point crucial, mais aussi, et pour nous surtout, c'est ce qu'on essaye de revendiquer dans nos travaux, parce qu'elle produit de la connaissance. La maintenance, elle fabrique de la connaissance. L'activité même de maintenance, c'est une activité qui fabrique de la connaissance. Alors c'est flagrant dans les infrastructures de réseau, j'ai suivi le même cas et le même gars là pour prendre juste ces deux photos pour vous les montrer, notamment parce qu'on dit dans les infrastructures, dans la route, dans l'eau, en partie dans l'électricité, qu'on a une crise de la connaissance. Parce qu'on n'arrive pas à savoir, par exemple, on ne sait pas exactement combien on a de routes, combien. Alors les ponts, ça commence un peu à aller mieux, on ne sait pas exactement où sont les canalisations, on ne sait pas dans quel état elles sont, ce qui est un deuxième niveau. Mais ce « on » en fait est relativement flou. En fait, la connaissance, elle existe, mais c'est une connaissance de terrain. C'est une connaissance proximale. C'est une connaissance de certaines personnes qui sont sur place, qui sont sur site et qui connaissent ces choses-là. Ce qui est en crise, ce n'est pas la connaissance. Ce qui est en crise, c'est la circulation de la connaissance et sa mise en partage. Et c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde et avec des acteurs qui pensent que cette circulation, elle est transparente, elle est automatique. Il suffit d'ouvrir un robinet à données, il suffit de faire circuler cette information-là, par exemple, pour savoir qu'à cet endroit-là, il y a un réservoir, une salle de vanne, par exemple, et puis un petit local technique. Sauf qu'avant, dans le SIG, dans le système d'information géographique de cette commune, pas très loin d'ici, cette collectivité, on n'avait qu'un seul ouvrage, et puis il n'était pas tout à fait indiqué au bon endroit. Alors donc on avait un bout de connaissance, mais on ne savait pas exactement où c'était. Et puis par ailleurs, sur l'eau, c'est extraordinaire, parce qu'évidemment la question il y a des, je sais pas si oui, il y a des gens de Veolia ici qui le savent bien. Savoir exactement où sont les choses, de quoi elles sont faites, où sont les canalisations, de quoi elles sont faites, c'est une vaste question immense qui est extrêmement complexe à traiter. Et pour cette question de la circulation de la connaissance, donc nous, ce qu'on défend, le message qu'on essaye de faire passer, c'est qu'il ne faut pas la prendre pour acquise, il ne faut pas l'imaginer qu'elle soit transparente, il faut la financer, il faut investir dedans. C'est un coût, il y a un coût particulier à la construction de cette connaissance, et qui a un coût de circulation de proximité vers
un centre de contrôle quel qu'il soit. Par exemple, la loi NOTRe a reconfiguré une partie des compétences sur la gestion des infrastructures, qui fait qu'on essaye maintenant d'avoir la connaissance à une échelle un peu différente territoriale. La question de cette connaissance entre les concessionnaires et les autorités organisatrices, c'est une question très sensible aussi, hein, c'est-à-dire qui sait et qui accepte de partager, qui sait quoi sur quoi. Donc c'est une question compliquée et c'est une question qui est coûteuse, c'est-à-dire dans laquelle il faut investir. Or, la valeur ajoutée de cette connaissance, elle est très difficile à mesurer évidemment et sur le plan comptable, c'est compliqué de la faire compter. Alors, pour conclure, la question que je voulais soulever, mais qui est une question un peu trop vaste pour ce matin, mais comment est-ce qu'on peut cultiver ces deux points-là, en sachant qu'il y en a plein d'autres, hein. Mais comment est-ce qu'on peut cultiver ça, et comment est-ce qu'on peut considérer que effectivement l'expertise et l'expertise matérielle et la production de connaissances dans les activités de maintenance ont de la valeur. Évidemment, c'est un enjeu de reconnaissance. Et ça a été très bien dit dès ce matin, dès l'introduction, et c'est un enjeu de reconnaissance, y compris pour attirer aussi tout un tas de nouvelles personnes dans ce monde-là. Mais ce n'est pas seulement une reconnaissance de l'importance de la maintenance en général, qui nous rassemble tous ici et qui est un point central évidemment, en disant attention, si vous pouvez compter sur telle et telle chose, c'est parce que des gens s'en occupent, mais c'est aussi la reconnaissance d'une expertise très particulière et très spécifique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de faire attention à cette expertise-là et de la reconnaître? C'est aussi se poser la question de l'externalisation, par exemple, d'une manière bien particulière. Ça veut dire que si on externalise des activités de maintenance, c'est pas pour qu'on ait une flotte de personnes, personnel tournant, qui n'ont aucune idée de ce qu'elles vont faire, qui ont simplement justement, qui sont de l'ordre de la checklist ou de la chose très formalisée, et qui ne sont pas capables de produire une forme d'expérience et de capitaliser sur une forme d'expérience de la situation ou des situations sur lesquelles elles travaillent. Et ça, c'est un enjeu extrêmement compliqué, ne serait-ce que dans la structure d'emploi aujourd'hui où, comme ça a été évoqué tout à l'heure, la question de garder les gens et de cultiver cette expérience, c'est une question très sensible. Il faut les attirer, il faut les garder. Il ne faut pas juste les garder par principe, il faut les garder parce que ça a une valeur. Ça a une valeur pour précisément le type de connaissances que ces personnes sont capables de développer. Une autre facette de cette reconnaissance, c'est ce lien entre formalisation maximisée et parfois avec une tentation de maximisation de la formalisation de l'activité et les marges de manœuvre. Comment est-ce qu'on fait pour laisser des marges de manœuvre? Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître que dans la maintenance, il y a une partie des choses qui sont de l'ordre de l'improvisation et de l'ajustement? Comment est-ce qu'on fait pour accepter ça, notamment dans des systèmes à haut risque, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait de cette espèce de tension qu'il y a entre une formalisation totale qui n'existe pas complètement et la production de marge de manœuvre? Et évidemment, c'est le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que tout ça nous ramène vers une question qui a commencé à être débattue et qui est absolument massive aujourd'hui, c'est l'idée que certains auraient de dire c'est très simple, on va remplacer tout ça par de la circulation de données et de l'intelligence artificielle, grosso modo. Oui, c'est très intéressant, la production de données est très intéressante. L'intelligence artificielle, si on redéfinit ce que c'est qu'intelligence et si on redéfinit ce que c'est qu'artificiel, pose des vrais sujets absolument passionnants et ce sont vraiment des ressources pour la maintenance. Et en même temps, et je pense que vous êtes tous ici mieux placés même que moi pour le savoir, il faut s'en méfier en partie. Et il faut se méfier en partie des promesses qui sont faites. Et le mini-débat ou la mini-correction qu'on voit sur prévisionnel et prédictive est une merveilleuse illustration de ça. Première chose, il faut sans doute se méfier des solutions qui sont apportées avec des problèmes qui ne sont pas posés. Ou des problèmes qui sont tout faits et qui viennent d'acteurs complètement extérieurs au métier. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans plein de domaines. Sans doute dans la maintenance industrielle, je m'en rends un peu moins compte que dans la question des réseaux d'eau, où on voit des choses, mais finalement des choses un peu plus sérieuses que là où j'ai pu travailler avant, qui était dans les télécoms, où là on voyait vraiment des gens qui débarquaient avec des solutions à des problèmes qui étaient mal posés, pas posés, et qui n'avaient aucun rapport avec les métiers. Deuxième chose sans doute dont il faut se méfier, c'est les promesses de complète substitution des techniques et des données au travail humain, évidemment. Ce qu'il faut et notamment aux connaissances proximales, à la question du situé.
Ce qu'il faut imaginer, c'est des formes d'articulation entre des connaissances situées, entre des connaissances humaines. Il ne faut pas faire cette distinction en plus entre humain et machine, c'est complètement absurde, il y a toujours les deux en même temps. Moi j'ai des lunettes par exemple, c'est déjà un outil, une technologie de vision et d'attention, mais c'est l'articulation qui est importante entre ces grosses machineries de données et la qualité et la valeur de la connaissance proximale, de l'expertise à même la matière. Et peut-être pour finir, l'autre élément qui me semble important à assumer, c'est l'idée que ces données, dont on parle beaucoup, elles ne sont pas déjà là, très rarement. Et que la question de leur production, de leur récolte, et donc de leur qualité, est absolument cruciale, en particulier dans la maintenance, qui est vraiment cette idée de supervision et de repérage de ce qui se passe très concrètement, à des échelles parfois infinitésimales, dans la matière même. Ces données sont absolument cruciales, la qualité de ces données sont cruciales, et donc il faut absolument systématiquement remettre en cause et remettre en débat le type de données qui sont récoltées, dans quelles conditions, pourquoi faire et avec quelle qualité, mais du coup, le coût que va représenter cette récolte, qui est souvent l'angle mort dans les solutions qui sont présentées en disant il y a des données, ou alors on en a en fait, et on va faire avec ce qu'on a et on va se débrouiller. Non, non, le point crucial va être la question de la qualité et de la production de la fabrique des données, en se méfiant d'une tentation de l'exhaustivité qui, par ailleurs, est souvent trop coûteuse pour le coup, et peut mener à du surdiagnostic, ce qu'on voit très bien en médecine aujourd'hui sur certains traitements de cancer, où en fait on se retrouve avec des choses qui sont tellement entre guillemets efficaces qu'elles amènent à faire des interventions qui sont dangereuses même, hein, parce que l'inefficacité entre guillemets humaine dans la maintenance, c'est une forme d'efficacité. Je m'arrête là, je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de discuter avec vous dans les prochaines heures. Merci beaucoup Jérôme Denis d'avoir ouvert la séquence des keynotes et nous avoir permis un peu de prendre de la hauteur par rapport à ce sujet-là. Effectivement, il y a dans le programme de la journée un certain nombre de pauses qui sont prévues justement pour permettre ces rencontres. Et si vous avez des questions à poser à Jérôme, ce sera à cette occasion que vous pourrez le faire. Merci encore une fois d'avoir